Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. On va parler maintenant de la nouvelle agence qui a été annoncée par le gouvernement du Québec avec quelqu'un qui a déjà eu cette idée-là. C'est Sylvain Gaudreault. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Sylvain Gaudreault qui a été ministre dans le gouvernement Marois. Ministre, exactement, rappelle-moi du titre, Sylvain. En fait, c'était deux ministères, le ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire. Donc, les deux ministères en même temps. Et il y avait cette idée qui avait été lancée, même je crois qu'il y avait un projet de loi qui avait été déposé, de créer une agence des transports à l'époque. Comment était venue cette idée-là sur le tapis? Ben, écoute, très franchement, là, c'est Madame Marois qui m'avait confié ce mandat dès la nomination, dès qu'elle m'a annoncé que j'étais ministre. Elle me dit, Sylvain, dans ton mandat, tu auras à réaliser, ou plutôt une transformation même du ministère des Transports en agence des transports. Donc, c'est vraiment un mandat qui m'avait été confié par la première ministre. OK. Et on voulait, à ce moment-là, si je me souviens bien, dépolitiser la question du choix des routes à construire et on était très préoccupés, si je me souviens bien aussi, par les cas de collusion, corruption. C'était surtout ça la préoccupation, deux préoccupations qui ont conduit à cette idée d'agence. Rappelle-toi, Antoine, que 2012, quand on est arrivé au pouvoir, c'était en plein pendant la commission Charbonneau. C'est ça. Avec toutes les histoires de corruption, collusion, notamment dans les chantiers de transport, avec des municipalités également. Moi, j'avais les deux ministères qui étaient peut-être les plus concernés, au fond. Et pour justement dépolitiser la réalisation, la sélection, je dis la sélection, là, mais la planification et la réalisation des travaux, notamment routiers, ben on avait l'idée de l'agence là, des transports à ce moment-là. Donc, c'est une première chose qui diffère avec justement le projet actuel, c'est-à-dire que le projet actuel, il se concentre sur la mobilité collective. C'est pas les routes. Ben, c'est ce que je comprends. J'ai lu le projet de loi. J'ai également lu ou écouté les entrevues de la ministre. C'est pas du tout le type d'agence que nous avions envisagé il y a 10 ans, là. Parce que il n'y a pas l'enjeu de la dépolitisation du choix des projets prioritaires, je dirais, là. Parce que si tu lis comme il faut le projet de loi, il est bien clair que c'est le gouvernement qui va confier à l'agence la réalisation d'un certain nombre de projets. Ouais. Alors que nous, si je résume, je dirais simplement, là, c'était l'inverse. C'est l'agence qui prévoyait la planification et soumettait sa planification au gouvernement qui détient, au fond, les finances. Et après ça, on allait de l'avant. Donc, il y avait une dépolitisation. Par exemple, l'idée, c'était de faire en sorte que on pouvait pas, à cause d'une élection partielle dont les résultats sont décevants, tout d'un coup, le lendemain matin, lancer un projet de transport ou parce que des circonscriptions sont d'une couleur plutôt qu'une autre, favoriser des projets de transport, là. Donc, c'est pour nous, ça, c'était bien important, là. C'est ça, c'était ça d'abord et avant tout. Et est-ce qu'on avait la préoccupation de la vitesse de réalisation des projets à l'époque? Parce que c'est probablement ça là, qui a conduit, en tout cas, c'est ce qu'on comprend, le gouvernement a créé cette agence-là, à vouloir créer cette agence-là, le gouvernement Legault, j'entends le vôtre, et il me semble qu'on ne parlait pas beaucoup de la lenteur et corriger finalement ce fait que les travaux traînent en longueur. Ben, on l'amenait plus sous l'angle de l'expertise. Et on était convaincus, je le suis encore aujourd'hui, qu'avec une meilleure expertise,
au sein de l'appareil public, ben ça va favoriser la réalisation des projets dans un délai raisonnable. Parce qu'on n'est pas toujours en train de rattraper, je dirais, là, l'expertise. Parce qu'il y avait un enjeu, j'ai moins les chiffres aujourd'hui, là, mais il y avait un enjeu quand même de rétention de l'expertise au sein du ministère des Transports, qui faisait en sorte que des jeunes ingénieurs venaient se faire la main, entre guillemets, au sein du ministère des Transports. Oui. Puis après quelques années, ben là, ils étaient recrutés par des firmes privées avec des salaires beaucoup plus intéressants, de sorte qu'on recommençait toujours et on avait de la difficulté à garder une expertise de pointe au sein du ministère. Alors, je dis pas que les jeunes ingénieurs sont mauvais, mais c'est quand même important de développer et de maintenir une expertise dans une institution aussi importante que le ministère des Transports. Donc, il y avait l'enjeu de garder l'expertise au sein de l'appareil public. Parce qu'il faut bien comprendre que l'agence, c'est pas désincarné de l'État, là. Ça reste une institution, une organisation publique, mais sous forme d'agence. Mhm. Et il y en a beaucoup d'agences actuellement. Est-ce que c'est pas une forme de déresponsabilisation? C'est déjà ça qu'on disait à l'époque, si je me souviens bien. Oui, mais à l'époque aussi, on avait examiné les exemples internationaux et on aime bien citer la Scandinavie, tu sais, mais on avait même prévu une mission. Finalement, on n'avait pas pu la réaliser, là, mais on avait prévu une mission en Suède où autour de 80 ou 90% là, de l'organisation de l'administration publique est sous forme d'agence. Parce que, dans le fond, c'est de bien démêler le rôle de l'État ou de bien démêler plutôt les différentes fonctions de l'État. Et nous, on se disait, ben le ministère des Transports, il est là pour les grandes orientations. Le ministère des Transports, le ministre des Transports, là, il part pas avec sa pelle pour creuser une tranchée pour une calvette. Tu sais, le ministre des Transports, il faut qu'il ait en tête, est-ce qu'on veut plus de transport collectif? Est-ce qu'on veut plus de transport routier? C'est quoi la répartition des budgets? C'est là-dessus qu'il va être élu. Tu sais, c'est pas, il faut pas que ça soit sur, on va faire un 4-stop dans un coin puis on va faire une sortie d'autoroute à un autre. Ça, Ouais. c'est des enjeux de mobilité qui sont même de plus en plus, je te dirais, qui relèvent de plus en plus d'enjeux scientifiques, là, tu sais, les enjeux de trafic, de fluidité, de mobilité, etc. Donc, d'aménagement du territoire, parce que la beauté de la chose, c'est que j'étais aussi ministre des Affaires municipales, donc tu sais, on peut pas penser l'aménagement du territoire sans penser au transport, puis on peut pas penser au transport sans penser à l'aménagement du territoire. C'était ça la vision à Mme Marois également. Donc, l'idée, c'était vraiment de concentrer le rôle du ministère sur ses fonctions législatives, réglementaires, financières, les grandes orientations. Après ça, quand on vient on réduit l'entonnoir, ben là, on tombe dans un peu plus la planification, la réalisation. Ben là, c'est entre les mains d'une agence qui était dans toutes les régions. Parce que là, ce que je comprends du projet de Mme Guilbeault, c'est qu'il va y avoir entre 50 et 60 employés à peu près, alors qu'au ministère des Transports, c'est autour de 8000 fonctionnaires là, dans l'ensemble des régions du Québec, où c'était ça aurait été plus l'inverse. Là, tu sais, les quelques 8000 employés auraient été dans l'agence, puis il y en aurait resté quelques dizaines ou centaines maximum au ministère des Transports. Mhm. Donc, c'est complètement différent comme projet, là. C'est le jour et la nuit. Eux autres, c'est plus, c'est-à-dire quand je parle d'eux autres, je veux dire la CAQ, c'est plus une sorte de gros bureau de projet, surtout principalement pour le collectif, pour donc le transport collectif, alors que chez vous, c'était pour régler les problèmes de politisation des projets routiers. Ben, politisation, mais en même temps, être plus efficace aussi quand même, Ouais. là. Parce que, tu sais, il peut avoir des enjeux, par exemple, avec, tu sais, des taux d'accident, tu sais, les spécialistes appelaient ça l'accidentologie, là. Donc, des taux d'accident très, très élevés dans une section d'une route, par exemple. Et ça doit être priorisé plutôt pour des questions de sécurité publique ou de santé ou de santé publique ou de sécurité publique. Puis, ben ça devrait se qualifier peut-être avant un autre enjeu qui vise à soutenir la réélection d'un député. Tu as parlé tout à l'heure de la commission Charbonneau. Est-ce que toutes les règles qu'on a mises en place après la commission Charbonneau, est-ce que ça nuit à la rapidité
ça nuit finalement, ça rallonge les délais des projets. As-tu cette impression-là, toi qui as été aux premières loges? Ben, je te dirais, ça dépend toujours de la manière dont c'est fait, dans le sens que, effectivement, il y a beaucoup de redditions de comptes, il y a beaucoup d'étapes. Je pense qu'il y a moyen de trouver, je dirais, une compatibilité entre une saine gestion des finances publiques, une saine reddition de comptes, éviter la collusion-corruption, puis en même temps, faire en sorte que les travaux se réalisent rapidement. Moi, en tout cas, mon expérience, c'est que tu sais, par exemple, le SRB P9 à Montréal, là, tu sais, je veux dire, c'est quasiment la Sagrada Familia, là, tu sais, je veux dire, c'est en construction depuis le 19e siècle, là, tu sais, j'exagère, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis ça l'était déjà avant, même chose avec la ligne bleue, ça l'était déjà avant. Mais ça, il paraît que c'est la structure de Montréal avec tous ces arrondissements. Ben Le oui, SRB traverse plusieurs arrondissements, puis chaque arrondissement veut. exact. Il Mais paraît que ça n'a c'est rien ça à qui. voir avec les mesures de lutte contre la corruption puis la corruption. Puis le OK. problème existait avant, c'est ça que je veux dire. Le problème Mhm. de lourdeur bureaucratique, là, tu sais. Alors, faut éviter d'en mettre trop. Tu sais, moi, je pense qu'on a fait des grands gains comme société pour diminuer la collusion, la corruption. Il faut le voir comme un acquis. Est-ce que ça peut être bonifié à la marge pour que les choses aillent plus vite? Oui. Mais ce n'est pas qu'à cause de ça qu'on a des ralentissements, ça existait avant. Dernière question sur la politisation. Je me demandais, est-ce que on a beau dire que c'est de la science, mais la priorisation de certains projets ou d'autres, est-ce que c'est pas toujours politique? Est-ce qu'une agence, par exemple, qui dirait, bon, ben, il faut construire ça, ça, est-ce que ça ne ferait pas rabrouer? Et là, je ferais un parallèle avec le directeur général des élections qui arrive avec une carte électorale souvent, puis il se fait dire par les élus, ah non, 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 arrête ça, cette carte-là, on perd un comté là. Là, actuellement, tous les élus sont entendus pour dire au directeur général des élections de Je sais. refaire son boulot. Donc, est-ce que ça arriverait pas, ça, dans une agence qui viserait à dépolitiser les travaux de toute manière? Sans doute, mais au moins, il y aurait une justification nécessaire. Quand les députés actuels ou le gouvernement dit au directeur des élections, non, on peut pas enlever une circonscription à la Gaspésie ou on peut pas en enlever une dans l'est de Montréal, ben ils doivent le justifier, tu sais, pour des raisons, par exemple, d'appartenance, d'éloignement du député, parce que ça prendrait 3 heures de route pour aller voir son député. Donc, il faut le justifier. Ben, ça sera un peu la même chose. Autrement dit, si l'agence dit au gouvernement, écoutez, nous, notre priorisation, là, c'est tel segment de route, puis tel bout de tramway ou tel chemin plutôt qu'un autre, puis que le gouvernement dit non, on fera pas le chemin A, on va faire le chemin B, ben, il va falloir qu'il le justifie. Puis si c'est OK. justifié parce que la circonscription est rouge plutôt que bleue, ben, il y aura à le justifier. Mhm. OK. Puis en terminant, ça va bien comme directeur de cégep? Ça se passe bien? Très bien. Est-ce que Ah oui, est-ce qu'on s'ennuie de la politique un peu, Sylvain? pas du tout. Non? Zéro, 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 zéro. Puis, de toute façon, être directeur général de Cégep, c'est un travail qui est politique. Pas au sens partisan. Dans le sens, mon nouveau parti, c'est le parti du Cégep de Jonquière. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que mobiliser la communauté, faire valoir le Cégep, développer, arriver avec des projets, trouver aussi des pistes d'atterrissage entre différentes options possibles, faire des choix financiers parce que c'est pas illimité. Ben tout ça, c'est politique. Allez-vous enlever les écrans dans les classes, les cellulaires? Ça doit être une. C'était pas prévu dans ta demande d'entrevue, ça. Non, mais c'est une question qui me taraude. Parce que Je te tarabuste. quand je suis allé, quand je vais faire des conférences dans les classes d'éducation supérieure, j'en reviens pas à quel point Ouais. il Ben, pour y a comme l'instant, il y a comme un filtre entre les étudiants je et suis nous, là. d'accord. Ouais. Mais pour l'instant, c'est laissé entre les mains des enseignants qui ont leur autonomie professionnelle. Parce que parfois, ça peut être un outil aussi pédagogique là, quand même. Mhm. Ça dépend comment c'est utilisé. Mais là, c'est prévu dans le plan de cours. Donc, dès l'entrée, OK. dès le début de la session, les profs informent les étudiants de l'utilisation du cellulaire. Est-ce que c'est à des fins pédagogiques, et ainsi de suite.
Donc, c'est vraiment laissé entre les mains du jugement professionnel des enseignants. Bien, j'ai assez pris de ton temps, Sylvain. Merci infiniment. Je Ça fait rappelle que plaisir. tu es directeur du Cégep de Jonquière et ancien ministre des Transports et des municipalités. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Alors, les drapeaux derrière moi dans la salle Évelyne Dumas, ici à l'Assemblée nationale, la salle où Horacio Arruda a aplati bien des courbes, ça serait un exemple, ces drapeaux-là, de nationalisme banal. Oui, vous avez bien compris, comme moi, vous vous demandez sans doute ce que c'est que le nationalisme banal. C'est une question que je me pose et que je vais poser à mon invité Félix Mathieu. Bonjour. Bonjour Antoine. Félix Mathieu est politologue, il enseigne à l'Université de Winnipeg, puis il a participé cette semaine dans le cadre de l'ACFAS. L'ACFAS, c'est un peu le grand colloque des universitaires francophones au Canada. Donc, à un colloque plus précisément sur le nationalisme banal. Félix, c'est un vieux concept qui paraît, ça date de 1995. Oui, Moi, c'est je ne ça. connaissais pas ça. Qu'est-ce que c'est le nationalisme banal? Oui, ben ça fait grosso modo 30 ans là, que le concept a été mis au jour. Puis ça, c'est les collègues, c'est Frédéric Guillaume Dufour de l'UQAM, F.A. Mmh. Baker et Luc Turgeon de l'Université d'Ottawa qui ont décidé de rassembler une couple de personnes comme moi qui se sont intéressées à ce concept-là. Ça a émergé, c'est dans un livre en 1995 du titre Banal Nationalism d'un auteur Mhm. qui s'appelle Michael Billig. Et ce qui est intéressant, c'est que Michael Billig, il ne vient pas de la sociologie politique, de l'histoire politique ou même de la science politique, comme Mhm. c'était le cas pour la plupart des grands théoriciens qui essaient d'expliquer l'avènement des nations et des nationalismes. Lui, il fait de la psychologie sociale. OK. Il s'était intéressé un peu, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque de cette manière-là, mais au certain populisme, à des mouvements de droite, d'extrême droite en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Puis, en demandant, il s'est mis à lire notamment du Ernest Gellner, du Anthony Smith, qui parlaient, eux, du nationalisme. Et il était vraiment insatisfait de ce qu'il produisait parce que lui, ce qu'il y avait d'exceptionnel dans le nationalisme, c'était pas tant comment il est venu au monde au 18e siècle, comment il a passé par différents stades de développement. Pour lui, ce qui est intéressant, c'est comment il se perpétue, comment on manifeste le nationalisme dans Oui. ce qu'il appelait les nations établies de l'Occident. Donc lui, il s'intéresse surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni, en fait beaucoup à l'Angleterre pour être plus précis. Puis OK. c'est comment le nationalisme se manifeste de manière tout à fait banale, quotidienne, sans qu'on le voie C'est et ça. on signifie son existence. Et l'exemple que vous donniez, Antoine, au départ avec les drapeaux derrière vous, ben ça c'est un exemple typique de Michael Billig pour dire c'est quoi le nationalisme banal. Lui, il parlait du bureau de poste où il y a un drapeau, ça peut être un drapeau canadien, ça peut être un drapeau des États-Unis, etc., qui est là, qui vole au vent, qu'on voit, mais qu'on n'observe plus. C'est-à-dire qu'on... Chez nous, il y a des fleurs-de-lysée devant la Société des alcools, devant Ben chaque oui, école, devant chaque musée. Et là, je pourrais exactement. faire une liste. Donc, c'est des symboles qui sont comme dans notre vie quotidienne, des symboles C'est du nationalisme. C'est ça, c'est des symboles, c'est un narratif qui est codé. Les citoyens, on a la nation, elle nous est rappelée de différentes manières à tous les jours. Qu'on parle de la météo, ben on va parler de la météo nationale. On ne va pas avoir Hmm. une carte monde, on va mettre l'accent à un endroit. Si on parle du premier ministre, ben, on n'a pas besoin nécessairement, si on est au Québec, de dire le premier ministre du Québec. On va savoir intuitivement qu'on parle de lui ou encore du premier ministre du Canada, mais là, justement, on joue sur une réalité plurinationale que Michael Billig n'a pas étudiée. C'est d'ailleurs, moi, l'une des critiques que je faisais ressortir. Pour lui, le nationalisme banal, c'est essentiellement une réalité stato-nationale. Il n'en existe qu'un seul par État souverain. Puis, OK. ben, donc, pour lui, le Québec, c'était dans son angle mort total. Puis, OK, les les éc- nations
qui sont pas souveraines, là, un peu comme le Québec. Évidemment, le Québec, L'Écosse, la Catalogne, l'Écosse, c'est ça. c'est les Puis lui, trois son exemples. livre, Ouais. son livre portait surtout sur les États-Unis, le Royaume-Uni. Puis les Écossais l'ont vraiment mal pris parce qu'il disait, où il parle du nationalisme Ah britannique, mais il ouais. disait c'est le nationalisme anglais. Et il avait apporté quelques notes de bas de page là, dans des OK. contributions futures. Mais c'est intéressant parce qu'il a publié un livre en 95 qui est devenu un succès instantané. Et il a à peu près pas réécrit sur le sujet. Je pense en 2019, pour l'une des rares fois, il a écrit un chapitre où est-ce qu'il revenait sur les critiques qu'on lui avait adressées. Mais lui, il a fait ça, puis après ça, il est passé à autre chose. Mais encore aujourd'hui, dans le champ, on réfère à ses travaux, justement pour s'intéresser à comment le nationalisme se perpétue. Il est là, puis on parle évidemment des symboles des drapeaux, mais c'est à travers un langage codé que les politiciens vont employer. D'ailleurs, Luc Turgeon, pendant le colloque à l'ACFAS, est revenu sur les rendez-vous quotidiens du premier ministre avec le docteur Horacio Arruda Ah, pendant la pandémie. Il ici disait, dans ben, cette salle. Oui. exactement, et il montrait, ben, il y avait les drapeaux qui étaient là, et il utilisait la grammaire analytique du nationalisme banal pour dire, ben, c'est intéressant parce que le Québec se comparait soit à d'autres provinces, soit à d'autres nations, à d'autres États, puis il faisait ressortir comment il y avait une forme de nationalisme banal qui était là. On disait, bon, on est meilleur que les autres, on n'est pas aussi pire que les autres, en fonction de quel comparable qu'on utilisait. Ah Donc, oui. le nationalisme banal, c'est ce qu'il est. On est rappelé, on se fait rappeler l'existence de la nation, mais sans que ce soit actif nécessairement. On ne le voit pas, mais ça contribue à perpétuer Hey, ça la me réalité nationale. fait penser aux commandites. Les Ben oui, commandites au Canada, c'était comme, là, c'était très actif. Mais ben, pour installer du nationalisme banal, on voulait, je rappelle que les commandites, c'est après le référendum de 95, le gouvernement fédéral de Jean Chrétien a voulu installer des marques Canada un peu partout, des drapeaux, comme pour travailler l'inconscient collectif des Québécois, notamment, ah oui, pour leur faire prendre conscience qu'ils étaient au Canada. Est-ce que ça, c'est du nationalisme banal ou c'est trop actif oui. pour en être? Ben, c'est un thème, c'est un enjeu sur lequel on est revenu pendant le colloque. On s'est OK? beaucoup questionné sur la frontière, jusqu'où on peut utiliser le concept. Parce que là, justement, le nationalisme banal, oui, il est là avec le drapeau, mais là, il y a une action délibérée qui a été entreprise. On a vu tapisser le Québec de drapeaux, de Oui, fleurs, de drapeaux canadiens, pardon, pour faire aimer le Canada. On se dit, ben, ils vont l'aimer sans trop s'en rendre compte. c'est ça. Bon, on s'en est rendu compte et ça l'a plutôt, ça n'a pas fonctionné du tout pour les libéraux, évidemment. Mais justement, on peut dire que le résultat sur le long terme de ça, oui, ça contribue à un nationalisme banal. Mais là, il y avait notamment des étudiants à la maîtrise à l'UQAM en sociologie qui sont intéressés au convoi de la liberté. Ah, Puis justement, au drapeau canadien qui est historiquement associé à la marque libérale, mais là qui a été rechargé émotionnellement par d'autres symboles. c'est vrai Euh, que les gens qui étaient contre les mesures sanitaires, qui sont allés à Ottawa manifester, puis tu sais, qui font des convois comme ça, ils ont souvent un drapeau canadien ou même le drapeau canadien puis le drapeau québécois, oui, comme s'ils se réappropriaient le symbole. tout à fait. Puis à la différence, souvent on le voyait à l'envers. Donc il y avait comme Oui, une c'est vrai. symbolique. Puis c'est certain que le symbole du drapeau, mais accroché à un pick-up. C'est ça, c'est sans doute la nouvelle image d'un certain nationalisme banal. Ouais, ouais. Puis on pourra y revenir tout à l'heure, mais ça fait penser à un certain pétro-masculinisme, hein, qui est un Oui, concept qu'on commence à découvrir un peu plus dans les sciences sociales. C'était une réflexion qu'a mis de l'avant le collègue Frédéric Guillaume Dufour. Mais justement, là, que qui est j'ai invité à expert. l'émission, mais j'ai pas eu de nouvelles de lui parce que je voulais qu'il en discute avec Éric Duhem. Mais Oui, c'est un rendez-vous, on s'y reprendra. non, Je c'est ça. referme la parenthèse. Mais c'est vrai que ça a été utilisé donc dans le convoi de la liberté. Oui, puis dans le fond, c'est d'associer un symbole, ici le drapeau, à une identité nationale, certes, mais aussi de le charger de nouveaux émotionnels, un sentiment d'appartenance. Et là, Mhm. ben, le symbole associé
associés aux libéraux se retournaient contre les libéraux parce que là, c'était les F Trudeau à côté des drapeaux canadiens. Ben oui. Donc, ça a changé un peu la symbolique de tout ça. Puis là, la question qu'on se posait, c'est justement, est-ce qu'une fois qu'on commence à utiliser le cadre d'analyse du nationalisme banal, ça se reproduit au quotidien, c'est sans trop qu'on le voit, mais jusqu'où on peut l'utiliser? Parce qu'une fois c'est séduisant comme concept, mais après ça, est-ce qu'on peut l'étirer à toutes les sauces? Moi, je suis un peu sceptique, Ah justement, oui? parce que là, ça devient plus actif. Est-ce qu'on est encore dans les frontières de la banalité ou on a une banalisation d'un objet, mais on l'active consciemment? Ouais. Puis moi, c'est un peu ce que je Parce que cherchais à faire. banal voudrait dire presque inconscient. C'est du nationalisme inconscient qui est là sans qu'on le remarque ou sans qu'il veuille absolument se faire remarquer. Ben, c'est ça. Puis moi, ma communication, elle portait sur une analyse des éditoriaux, des lettres d'opinion Oui. qui ont été publiées dans les quotidiens anglo-canadiens en réaction aux lois 21, donc laïcité 96 langues adoptées par l'Assemblée nationale du Québec. Puis, je m'intéressais au nationalisme banal anglo-canadien du groupe majoritaire, donc qui découlait de ça. Puis au début, mais je me disais, je le vois partout, parce que là, ben, essentiellement, ce que ces critiques révèlent, c'est qu'on va renforcer l'image d'un nous anglo-canadien qui est foncièrement différent du nationalisme québécois qui, lui, est illustré par les lois 21-96. Le nationalisme québécois, pour le dire très simplement, à travers, c'est plus de 800 articles analysés sur trois ans et demi dans le Globe and Mail, Winnipeg Free Press, Calgary Herald et le Montreal Gazette. Et là, ici, ben, on voit qu'on présente le nationalisme québécois comme illibéral, raciste, xénophobe, honteux. Et c'est assez récurrent. Et cette critique-là permet une auto-représentation du groupe majoritaire qui, elle, Ah oui. c'est pas du nationalisme, c'est un patriotisme de la tolérance, foncièrement bénéfique parce que c'est empreint de multiculturalisme, d'ouverture à la diversité. Et donc, il y a vraiment cette dichotomie eux-nous qui se retrouvait là. Mais après, je me Donc, posais la au fond, si je comprends bien, c'est le Québec, par ses lois 21 et 96, est considéré comme une sorte de repoussoir pour Oui. le reste du Canada. Puis en étudiant ça, ben, vous découvrez qu'il y a du nationalisme dans le reste du Canada aussi, même si c'est un pays qui se dit souvent post-national. En tout cas, Justin Trudeau l'a dit. Oui, puis ben, en fait, ça, se déclarer post-national, étant donné que le Canada serait le champion de la diversité, ouvert au multiculturalisme, ben, c'est un discours qui est tout à fait nationaliste. N'en déplaise à Justin Trudeau et à ses acolytes qui prônent le post-nationalisme, ben, c'est une forme de nationalisme majoritaire qui ne dit pas son nom. Et on observe souvent ça, Antoine, chez les groupes majoritaires qui vont préférer le patriotisme. Le patriotisme, c'est bon. C'est ce que nous pratiquons. Et le nationalisme, c'est les autres. C'est ceux qui veulent remettre en cause le statu quo. Donc, on va l'accoler aux nations minoritaires sans État comme Québec, Catalogne, Écosse, par exemple. Mais le groupe majoritaire qui, lui, veut préserver les frontières nationales, donc le statu quo, bien ça, c'est du patriotisme. Ce ne serait pas du nationalisme. C'est une fausse dichotomie sur le plan analytique parce qu'on en reprend les attributs. Et justement, le nationalisme banal fait ressortir ça parce qu'on reprend finalement la grammaire politique du nationalisme, mais on le déguise d'un autre nom et en critiquant un nationalisme qu'on considère illibéral, honteux, que ce soit le Québec ici, bien, ça permet de mettre en scène la dichotomie eux contre nous. Et le nous, ben, on peut le présenter, c'est un visage plus positif. Bienveillant, oui, c'est ça. Bienveillant, c'est ça. Mais on doit se poser la question, est-ce qu'on est vraiment dans la banalité? On est aux frontières, je crois, de ce qu'on peut faire dire au concept de nationalisme banal, parce que là, les éditoriaux, je parle à un éditorialiste ici, d'une certaine manière, on a conscience... Et à quelqu'un qui a fait la revue de presse du Canada anglais, je pense 1998 à 2004 dans Le Devoir, chaque semaine. Et donc, c'était fascinant de faire ça. J'ai beaucoup aimé faire ça. Parce que, justement, je découvrais le nationalisme. Moi, je disais que c'était un nationalisme de petite nation. Oui. Parce que c'est une nation
qui est inquiète d'elle-même, la nation canadienne-anglaise, parce qu'elle peut être écrasée par le géant américain aussi, elle peut se perdre dedans. Je me souviens très bien quand le dollar canadien est baissé en bas d'un certain seuil par rapport au dollar américain. Il y avait cette une du Maclean's où tu avais le dollar qui devenait Washington, le UR qui devenait Washington avec Say it ain't so. Alors, on avait peur de ça. Donc, oui, il y a vraiment du nationalisme et je pense que c'est du nationalisme de petite nation comme le nôtre, au fond. Ils sont aussi inquiets que nous parce que c'est pas une petite nation géographique, mais existentielle, là, un peu comme le concept de Kundera Tout à fait. le dit. Kundera, c'est ça, il dit, lui, ce qui rassemble les petites nations, c'est la crainte de pouvoir disparaître. C'est ça. À la différence, le Québec, c'est qu'il est porteur d'une langue et d'une culture qui est davantage fragile d'un certain point de vue sociologique et institutionnel. Mais pour le Canada anglais, si l'un des principaux marqueurs identitaires, c'est de ne pas être les États-Unis, mais que tout le monde consomme la culture américaine et que les frontières entre la culture canadienne et la culture américaine, notamment sur le divertissement, si elle est de plus en plus poreuse, ben là, ça devient difficile d'identifier avec c'est quoi le Canada? C'est d'ailleurs une question qu'on me pose parfois et que je me pose aussi. Il y a plusieurs, je pense à Philippe Resnick dans les années 90, politologue anglo-canadien. Il avait écrit un livre sur c'est quoi le Canada anglais, Thinking English Canada, je crois le titre de son livre. Puis là, il avait identifié, je crois, 6-7 variables. Il parlait de ne pas être américain, il parlait l'image du Canada à l'international, de pouvoir pacifiste, etc. Mais il y a plusieurs de ces valeurs-là qui sont difficiles à identifier. Donc oui, le nationalisme canadien participe du phénomène des petites nations, petites sociétés, qui souvent dans le discours public, on voit comme un terme péjoratif, mais ce ne l'est pas sur le plan analytique. C'est-à-dire, il y a une crainte de disparaître et cette crainte-là, elle peut être vue comme étant plus ou moins légitime, mais elle produit un effet chez ses partisans d'une crainte de disparaître et de perdre ce qui fait de soi membre d'une communauté distincte d'une certaine manière. Mm-hmm. Et le pétro-masculinisme, lui, c'est Frédéric Guillaume Gagnon qui a mis ça en avant. Ça a fait l'objet d'un texte très intéressant dans Le Devoir. Et là, il y a Éric Duhem, le chef du Parti conservateur, qui a piqué une crise sur Twitter, qui a dit, voyons donc, le pétro-masculinisme, on m'associe à ça, on associe Poilievre à ça. Pourtant, je suis le seul chef conservateur à être gay et à rouler en hybride. Et il se sentait injustement attaqué et jugé par ce concept-là. Est-ce que c'est un concept qui relève du jugement de valeur, d'une certaine condamnation morale? Pas nécessairement. Et je ne suis pas un spécialiste de ce débat-là, juste pour le préciser, mais à ma connaissance, il y a à tout le moins 2 groupes d'intervenants qui vont utiliser ce concept-là. Il y en a qui vont l'utiliser d'une perspective plutôt militante, justement, pour attaquer un groupe, une force sociopolitique qui existe. Mais il y a une perspective très analytique, très scientifique, comme ce que met de l'avant Frédéric Guillaume Dufault. Puis ici, c'est d'identifier, c'est une variante de ce qu'on a appelé par le passé le pétropopulisme, donc un populisme qui est vraiment ancré sur l'idée de l'extraction des ressources naturelles, notamment les sables bitumineux ici au Canada, dans l'Ouest canadien. Oui, j'ai dit Frédéric Guillaume Gagnon, Dufault, oui. C'est ça. Et pour le pétromasculinisme, l'idée, c'est de mettre de l'avant une masculinité qui tiendrait à certaines valeurs associées à l'univers de l'extraction du pétrole. Et donc, on peut penser justement à des gens qui vont mettre de l'avant l'importance de conduire un F-150, un Dodge Ram, que c'est le prolongement de leur identité. Et ça peut être seulement positif, mais ça peut être négatif dans la manière que ça se manifeste. Ça peut être contre les voitures électriques, ça peut être contre une certaine féminité
l'ambiguïté qu'on peut voir dans le genre masculin. Donc, Frédéric Guillaume Dufour, il présentait des images, notamment d'un pick-up qui avait été, d'après moi, fait sur l'intelligence artificielle, mais qui était un peu tout plein de velours, plein de couleurs. Puis ça disait, ben, c'est le nouveau pick-up pour les fans de Taylor Swift. Mais là, on voit justement qu'on dit, ben ça, c'est pas nous. Et donc, il y a une manière analytique de le voir. Et ce que Frédéric Guillaume Dufour faisait, c'est qu'il analysait le comportement sur les réseaux sociaux de deux groupes. Proud Canadians et Québec Fier, si je me souviens bien, les deux organisations. Et ses conclusions étaient plus nuancées que les hypothèses qu'il avait émises au départ, c'est-à-dire qu'il s'attendait à trouver, notamment dans les publications de ces groupes-là, l'idée de ridiculiser d'une certaine manière les théories du genre, les groupes LGBTQ+. Et finalement, ça a demeuré assez mineur dans le discours. C'est peut-être 10% des publications. Donc, lui, il s'attendait à en trouver plus. Ben là, justement, résultat d'un travail scientifique, il a dit, ben, ça existe, mais c'est pas dominant finalement dans le discours de ces groupes-là. C'est davantage un discours, on met de l'avant l'identité du travailleur du col bleu, par exemple. Félix Mathieu, merci infiniment pour cette présentation de concepts qui sont pas courants dans le discours public. Donc, nationalisme banal, pétromasculinisme. Et vous avez été très éloquent et très clair. Merci. Au plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur, Félix Mathieu, à l'Université de Winnipeg. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. C'est l'heure de la chronique Consti et on va rejoindre notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon, qui est en France. Bonjour, Patrick. Oui, égaré dans une chambre d'hôtel quelconque à Saint-Étienne pour une soutenance de thèse qui s'annonce très intéressante sur l'éthique et la déontologie chez nos juges. Oh, qu'on aime ça. Je vous ramènerai des anecdotes. Ben oui, tu nous en reparleras. Pour l'instant, on va parler de la disposition de dérogation. Là, certains vont dire que c'est une obsession chez nous, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Pierre Poilièvre, donc chef conservateur, qui pourrait l'utiliser. Il a déclaré ce qui suit. Là, j'ouvre les guillemets. Et toutes mes propositions sont constitutionnelles. Il parlait du droit criminel. Nous ferons en sorte qu'elles soient constitutionnelles. Nous utiliserons n'importe quel outil que m'offre la Constitution pour les rendre constitutionnels. Je crois que vous savez exactement ce que je veux dire. La disposition de dérogation, la clause dérogatoire, comme on l'appelle erronément souvent, elle n'a jamais été utilisée au fédéral, Patrick? Jamais, jamais. Et même, moi, c'est la première fois où on soulève la possibilité, l'hypothèse, là, que ça puisse être utilisé. Et je pense qu'avant de parler de la dérogation, il faut voir dans quel contexte ça s'inscrit. Il y a vraiment une très vive polarisation à Ottawa. Les électeurs là, sont face à un choix à la prochaine élection dans un champ de compétences qui est fédéral. C'est pas une fois le fédéral s'occupe de ses affaires, puis offre aux électeurs un choix très contrasté, très polarisé. Avant, traditionnellement, on était habitué à une politique canadienne en matière criminelle qui était assez modérée, en tout cas plus que ce qu'on voyait aux États-Unis. Et puis, il y a eu ce vent de l'Ouest avec le Parti réformiste où, là, tout à coup, le Québec a eu à se battre pour conserver son approche avec les jeunes contrevenants axés sur la prévention et la réhabilitation. Puis aussi, dans l'après-polytechnique, là, le combat pour le contrôle des armes à feu qui, par rapport à une certaine partie de l'Ouest canadien, une certaine partie du Canada anglais, ça passait pas comme lettre à la poste, ça, l'idée de contrôler les armes à feu. Puis dans tout ça, ben, les libéraux de Jean Chrétien puis de Paul Martin, ils étaient souvent au centre, ils arbitraient. Ils se mettaient un peu un coup à droite, un coup à gauche. Sous Harper, pour la première fois, ben, les néoconservateurs, ceux qui veulent que la politique criminelle soit plus ferme, ont eu les commandes. Mais ça a marché à moitié leur affaire. D'abord, l'appareil judiciaire avait été pendant des années sous l'influence de la nomination libérale. Fait que ça a pris du temps avant que les conservateurs puissent avoir une certaine emprise là-dessus. Ils ont fait des trucs, hein, ils ont mis on le mentionne pas souvent, mais ils ont mis des policiers
sur les comités de nomination des juges, Ah pour être oui. bien certain que les juges que l'on choisit soient sensibles à la réalité policière, parce qu'on sait que la police, à l'ère de la charte, là, au fond, chaque arrestation, ben, ça devient une occasion de plaider les droits de l'accusé, voir si l'arrestation était faite comme il faut, Ouais. chaque interrogatoire, chaque saisie, chaque perquisition. Et donc, il y avait vraiment une politique, les peines minimales obligatoires, hein, dont celle qu'on a vu imposer ici là, dans l'affaire très médiatisée de l'attentat de la mosquée de Québec. On Oui. avait un accusé déclaré coupable qui se voyait imposer des tranches de 25 ans par, Oui, oui. par meurtre pour le délai d'admissibilité à la remise en liberté conditionnelle. Et donc, Harper a essayé de tricoter une politique criminelle plus dure, mais elle a Ouais. été détricotée par Justin Trudeau, Oui, oui, c'est puis ça, oui. aussi par les tribunaux les dernières années. Là. La Cour suprême, ces dernières années, elle a invalidé plusieurs des peines minimales obligatoires, dont C'est vrai. celle des tranches de 25 ans par meurtre là, dont je parlais il y a un instant. Fait, mais non seulement Justin Trudeau a détricoté la politique de Stephen Harper, mais je dirais que contrairement à ses prédécesseurs, Jean Chrétien et Paul Martin, il a fait un gros pas vers une politique beaucoup plus progressiste et Il une a forme ramené le de balancier comme ça, oui, 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 encore plus loin. une forme de multiculturalisme canadien qui s'invite dans la politique pénale. C'est ça. Exemple, on a maintenant au Canada des peines de prison qui sont différentes selon l'origine ethnique du contrevenant. Et c'est un peu Ah plus ouais. subtil que ça. C'est un peu plus subtil que ça, mais on dit, au nom du racisme systémique, il y a des inégalités statistiques dans les prisons. Il y a trop de Noirs, trop d'Autochtones. Et donc, on dit aux juges, dans les nouvelles lois, dans les nouvelles versions du Code criminel adoptées sous le gouvernement de Justin Trudeau, on dit, écoutez, là, autant que possible, quand vous avez affaire à une personne qui est déclarée coupable, mais qui appartient à une catégorie ethnique surreprésentée en prison, vous essayez à tout prix de lui éviter la prison. Hein. Et donc, là, on a un choix très, très clair pour les électeurs. Là. D'un Ben oui. côté, une politique très progressiste. Votre peine de prison varie en fonction de votre couleur de peau. Une politique aussi de décriminalisation de certaines drogues. Aussi une politique de tolérance, en tout cas d'approche, là, exemple, dans des pénitenciers C'est là-dessus, fédéraux. sur la décriminalisation, que Pierre Poilievre a traité le premier ministre de wacko en chambre, Exactement. donc de débile, et il s'est fait sortir de la chambre, s'est fait expulser de la chambre. Une approche progressiste qui dit, ben, mettons, la gestion des drogues dures, c'est une gestion des risques. Et il faut les minimiser. Il ne faut pas nécessairement être dans la répression à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met dans les pénitenciers fédéraux des salles où la drogue est illégale dans le pénitencier, mais il y a un endroit pour en consommer. Parce que, un peu comme les centres d'injection supervisés qu'on voit dans les grandes C'est villes, ça. c'est l'approche progressiste de gestion du problème des drogues dures. Donc, la politique de Trudeau, elle est très, très claire, puis elle est très au bout du spectre de ce que pourrait être une approche et libérale, et progressiste, et multiculturaliste. Ouais, ouais. Et de l'autre côté, pas Harper, mais Poilievre, il dit, moi, je vais faire la même chose que Stephen Harper, mais je vais aller plus loin. Je vais réussir là où il a échoué parce que je vais utiliser des outils que Harper n'a jamais osé Donc, utiliser. c'est dans ce contexte-là qu'il a dit peut-être la disposition de dérogation. Il ne l'a pas dit explicitement, mais on l'a déduit. Oui, et c'est peut-être ça qui est... ça mérite... la façon dont il s'est exprimé, ça mérite notre attention, Antoine. Parce que, à mon avis, il y a une grande différence, même si ça, à la fin, on peut être pour, on peut être contre, mais il y a une subtilité entre annoncer que l'on déroge et menacer de déroger. Et je pense que de plus en plus, dans la politique canadienne, parce que, bon, l'espace occupé par nos juges en matière de contrôle de constitutionnalité sous les chartes fait en sorte qu'ils prennent des décisions sur des tonnes de sujets. Ils créent des flous, des espaces où on ne sait pas trop qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, de plus en plus, on va avoir des gouvernements déterminés qui vont arriver et qui vont dire, ben écoutez, là-dessus, là, on est sérieux. Et si vous ne nous laissez pas de la marge de manœuvre, si vous ne nous laissez pas légiférer,
nous menaçons d'utiliser la dérogation. Ouais. Le gouvernement de Doug Ford l'avait fait dans un dossier qu'il l'opposait à la ville de Toronto. Il voulait réformer réduire le nombre de conseillers municipaux. Il perd en première instance. On lui dit que la façon dont il procède, c'est contraire à la charte. Pas de problème, ils s'en vont en appel. Puis là, en appel, ils disent, écoutez, on plaide devant vous, là. Décidez ce que vous voulez, faites votre job, mais sachez que le gouvernement est déterminé. Si vous jugez que c'est contraire à la charte, nous, on pense que c'est quand même une réforme qui est nécessaire et on la fera avec dérogation. Donc, il y a une distinction à faire entre déroger et la menace de déroger. La menace de déroger peut être presque aussi efficace d'une certaine façon. Moi, je pense qu'elle a un gros potentiel d'efficacité, puis elle contribue à ce qu'on appelle souvent le dialogue, hein, cette façon de dire je suis déterminé, j'y tiens à cet aspect-là. Mais en même temps, d'autres pourraient y voir, Antoine, une forme de défiance à l'endroit des tribunaux, un refus de l'autorité des tribunaux, une forme de menace populiste. Donc, c'est difficile de juger qu'est-ce qui est le pire, la menace, comme si on dit aux tribunaux je ne veux pas vous laisser faire votre travail, versus un législateur qui ne lancerait pas de menace, mais qui utiliserait la dérogation si nécessaire. Je ne sais pas si j'ai une préférence, mais ces histoires de dérogation, de contrôle par le juge, ça fait à peine quelques décennies, là. Ça a commencé en 82 au fond. Et c'est des phénomènes qui sont là pour longtemps, qui se développent sous nos yeux et qui vont s'intensifier. On le voit déjà, l'utilisation de la dérogation dans les dernières années. Avant, c'était très, très anecdotique, assez cantonné au Québec. Puis là, tout à coup, la Saskatchewan, l'Ontario, là, peut-être les conservateurs à Ottawa, sans parler du Québec à 2 reprises. Donc, ça reste des phénomènes qu'on commence à comprendre et peut-être qu'avec le temps, les pouvoirs vont réagir à des menaces. Peut-être qu'au contraire, ils vont se braquer et on va arriver à l'utilisation de la dérogation. Je veux te dire un autre truc, si le temps le permet. Oui. Évidemment, faut pas oublier que ce débat sur Poilievre qui veut utiliser la dérogation se déroule dans un contexte où Justin Trudeau, lui, s'en va en Cour suprême pour contester l'utilisation de la dérogation par le Québec. C'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce que cette affirmation-là de Pierre Poilievre peut influer sur les débats actuels là, que tu évoques, c'est-à-dire la loi 21 qui s'en va devant les juges de la Cour suprême? D'un côté, ceux qui aiment diaboliser ou démoniser la dérogation vont pouvoir utiliser l'exemple de Poilievre pour dire, au fond, vous voyez, si on n'encadre pas le recours à la dérogation, ça va se multiplier sur toutes sortes de sujets, puis là, on va sortir l'exemple de l'avortement, etc. On voit cette possibilité-là. Mais moi, je vais attirer ton attention sur un autre aspect. Oui. Le ministre de la Justice du gouvernement Trudeau et tout le gouvernement s'en va à la Cour suprême en disant, nous, on n'est pas contre la dérogation. On est contre la dérogation préventive. Oui. Et la ligne du gouvernement Trudeau, c'est que lorsque vous utilisez la dérogation pour répondre à la jurisprudence, là, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il veut faire, Poilievre? Il veut utiliser la dérogation pour répondre à la jurisprudence de la Cour suprême des dernières années qui a invalidé les peines minimales obligatoires. Et donc, moi, je trouve qu'il y a là un bel exemple. Les juges seraient bien mal placés pour mettons qu'ils en viennent à encadrer la disposition de dérogation, même s'ils l'encadraient en disant on ne peut pas utiliser une dérogation préventive, ben là, dans le cas de Poilievre, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien. Et ma prétention, c'est que ça ne changerait rien dans bien des dossiers parce que de toute façon, ça prendrait quelques semaines et finalement, dans certains cas, les tribunaux nous donneraient la décision qu'on anticipe. Mais ça place le gouvernement Trudeau dans une drôle de posture parce que lui, il va vouloir, dans l'élection, démoniser ce que Pierre Poilievre menace de faire. Mais en même temps, c'est la bonne manière d'utiliser la dérogation selon les avocats du fédéral dans le dossier laïcité. Donc, dans le dossier laïcité, ils nous disent qu'il y a une bonne manière de faire puis il y a une mauvaise manière de faire. Le hasard veut que Pierre Poilievre a choisi celle qui, aux yeux des avocats fédéraux, peut trouver une forme d'indulgence, si je peux dire. Deuxième sujet, il nous reste quelques minutes, Patrick. Oui. Les armes à feu. Oui. Ça a l'air d'être compliqué d'interdire et de saisir des armes à feu, de les ramasser.
Tu veux nous parler de ce sujet-là? Tu as déjà évoqué le sujet plus tôt Oui, dans la conversation. ben c'est sûr que les armes à feu fait partie de ce sujet sur lequel il y a un gros clivage entre les rouges et Oui, les bleus à Ottawa, mais c'est pas sous cet oui. angle-là, hein. On sait que le gouvernement Trudeau a pris sa décision, il veut interdire, bannir certaines armes à feu. Mais là, on a un bel exemple de fédéralisme sans coopération, comme on en retrouve dans d'autres dossiers, comme l'assurance dentaire, etc., où le fédéral veut faire des choix. Il dit, moi, je veux un plan d'assurance dentaire, je veux interdire des armes à feu, mais il n'est pas capable de concrétiser ses choix sans collaboration avec les provinces. Puis il Mhm. n'arrive pas à le faire. Alors, c'est une nouvelle que Daniel Leblanc de Radio-Canada a sortie il y a quelques jours. Le ministre Duclos, qui est responsable du dossier, voulait confier à Post Canada le soin d'être l'agent, le représentant, le Ouais, comptoir où on allait venir porter nos armes. Parce que c'est ça le problème, c'est bien beau de les interdire, mais celles qui sont déjà en circulation, le fédéral veut les récupérer avec un plan de rachat. Mais là, il faut le mettre en œuvre. La logique, dans un pays normal, où on serait capable de se parler puis de coopérer de bonne foi, l'arme interdite, on va la porter au poste de police local. Mais le poste ouais. de police local, il est provincial. Ah Et oui. donc, dans ce fédéralisme dysfonctionnel où on n'est plus capable de se parler, ben là, Justin Trudeau, il faut qu'il se trouve un comptoir fédéral pour recevoir les armes à feu que les provinces ne veulent pas recueillir. Ouais, Oui, il ouais. faudrait peut-être qu'il accepte que ça va marcher au Québec. Parfait, on va de l'avant. Au Québec, il y a une entente, puis il n'y en a pas en Alberta. On attendra un jour, il y en aura une. Ouais, Mais ouais. bref, ils sont coincés là-dedans. Et là, ils ont essayé avec Post Canada. Post Canada dit non, non, nous, on pense que ça va nuire à la sécurité de nos employés d'avoir des armes dans des boîtes, d'un coup qu'ils se font Ouais, attaquer, mais je etc. je peux comprendre. Moi aussi, c'est Tu pas sais, leur si, métier. si les bureaux de poste deviennent des lieux des sortes de caches d'armes interdites, Puis c'est risqué. tu sais, c'est pas mon genre, là, mais j'imagine qu'on peut se commander des armes sur Amazon ou je ne sais quoi, là. Ah oui. Quand elle arrive, j'imagine qu'il y a un mécanisme de sécurité. Mais quand on va la porter, ben, on ne sait pas si le mécanisme de sécurité est Ouais. aussi bien enclenché. Bref, ça illustre, un peu comme dans le dossier de l'assurance dentaire. Dans le dossier de l'assurance dentaire, le gouvernement fédéral se mêle de ce qui ne le regarde pas, dans ce cas-là, les soins dentaires. Mais il veut aller de l'avant malgré l'opposition des provinces et il confie à une compagnie d'assurance privée, la Sun Life Canada, Oui. le mandat d'administrer par-dessus la tête des provinces un programme de soins dentaires. Mais là, il a voulu faire le même coup en essayant, en disant, ben, Post Canada, vous allez être notre équivalent de la compagnie d'assurance dans le dossier des soins dentaires. Post Canada a dit non. Il faudra voir comment ils vont s'en sortir, mais tôt ou tard, je ne sais pas si Justin Trudeau va réussir à concrétiser cette promesse électorale avant la prochaine élection, mais chose certaine, elle va faire partie de ce clivage qu'on retrouve de Oui. plus en plus. Les C'est. électeurs ont un choix très, très radical entre la loi et l'ordre, les peines minimales, la états-unisation de Ouais. notre droit criminel, et de l'autre côté, la politique de Justin Trudeau, beaucoup plus libérale, souple, je ne sais pas trop comment la qualifier, avec quand même des peines qui sont différenciées en fonction de l'origine ethnique. Deux approches très, très, très différentes qui vont, j'espère, être au cœur du débat électoral. Ouais, puis j'imagine que le NPD va se ranger du côté des libéraux, puis que le bloc va peut-être être Ben, tiraillé. le Bloc a une autoroute. Le Bloc a Ah une oui? autoroute dans ce débat-là. Ben, je trouve, parce que il y a pas de centre. Donc, le Bloc peut vraiment avoir une politique qui ressemble au Québec là-dessus, qui est au fond une politique qui laisse la place à la réhabilitation, qui est pas des peines à l'américaine, mais qui est pas non plus l'espèce de laxisme multiculturaliste aussi que suppose l'approche de Justin Trudeau. Il y a vraiment un espace immense. Mhm. Le Bloc pourrait, par exemple, jouer à lancer une motion une utilisation de la dérogation dans un projet de loi pour gérer des délais type Ah, Jordan, voir comment les conservateurs réagissent, voir comment les libéraux réagissent. Autrement dit, ce dossier de la politique criminelle, c'est un dossier qui est pour le Bloc parce que la différence québécoise, elle est bien présente. Le Québec n'est pas bien représenté par les deux options mhm. qui sont devant nous. Ça leur laisse évidemment beaucoup d'espace.
Merci infiniment, Patrick, d'être venu à l'émission, même si tu étais en déplacement à l'étranger. Et en décalage. Et en décalage. Ouh, c'est vrai. Alors, merci, puis à la prochaine. Je rappelle que tu es Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.